L'échiquier international, soyez les bienvenus, si proches et si lointains, frères ennemis, dirions-nous, la relation tendue, conflictuelle indo-pakistanaise se décline sur 70 ans, voisins et surtout rivaux. L'Inde et le Pakistan entretiennent depuis leur indépendance en 1947 des relations conflictuelles rythmées par plusieurs guerres et des périodes d'affrontements moins graves. Et voici encore un chapitre de cette vive tension portée à son comble après l'attaque menée le 22 avril dernier par des hommes armés dans la région de Pahalgam, au Cachemire indien, qui a fait 26 morts, 25 touristes indiens et un Népalais, la plus meurtrière visant des civils depuis plus de 20 ans dans la région. Et pas plus tard que la nuit dernière, on signale une 5e nuit d'affilée d'échanges de tirs entre soldats indiens et pakistanais. En tout cas, cela n'augure rien de bon pour la suite, c'est-à-dire un risque de confrontation de grande ampleur entre deux nations nucléarisées qui plus est, deux pays si différents et si proches, où le risque élevé d'une guerre. Comment l'éviter et quelles sont les racines de cette guerre? Les deux pays sont-ils condamnés à s'affronter? On en parle tout de suite avec notre invité du jour. Inde-Pakistan, est-on à deux doigts d'une guerre? Pour en parler, je reçois le journaliste et chercheur et spécialiste de l'Inde, Olivier Dallage. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Alors, retour rapidement sur les faits, Olivier. La localité touristique de Pahalgam, dans le Cachemire, qui connaît un afflux de visiteurs importants, avec le glacier qui surplombe le paysage. L'an dernier, par exemple, la région avait enregistré 3 millions de visiteurs. 26 d'entre eux ont été tués par un groupe armé le 22 avril dernier. Le Pakistan voisin est montré du doigt en temps normal. Deux pays dans une situation similaire auraient sans doute collaboré, mais quand c'est l'Inde et le Pakistan, on parle tout de suite de guerre. Parce qu'il y a des précédents, hein, et les tensions entre l'Inde et le Pakistan, qui ont donné lieu déjà à plusieurs guerres depuis la partition douloureuse de 1947, a souvent eu pour cadre le désaccord sur le Cachemire. C'est un État qui a rejoint l'Union indienne après la partition, un État à majorité musulmane, mais dont le Maharaja était hindou, et lui, il aurait voulu rester à l'écart et de l'Inde et du Pakistan. Simplement, les deux pays revendiquaient le Cachemire. Il y a eu une attaque de l'armée pakistanaise, les Indiens ont répliqué et le Maharaja a demandé le secours des Indiens. Et donc, au bout du compte, au terme d'un conflit très meurtrier, après une partition qui elle-même était très meurtrière, le Cachemire a été divisé en deux, non pas par accord entre les deux pays, mais par une ligne de cessez-le-feu qui n'a cessé d'être disputée pendant des décennies. Alors le Premier ministre Narendra Modi avait présenté le Cachemire comme une zone pacifiée à forte influence touristique. New Delhi accuse donc le Pakistan voisin. Celui-ci nie les accusations. On s'attend peut-être cette nuit à à une réponse brutale indienne à tout moment, comme en 2019 ou en 2026. Est-ce que vous y croyez? Bien sûr, non, non, mais c'est pas, il y a aucun doute sur la question. C'est-à-dire que Modi se trouvait en Arabie Saoudite en visite officielle au moment de l'attaque. Il a interrompu son voyage pour rentrer précipitamment en Inde. Le lendemain, dans un discours prononcé dans une province qui va aux élections dans les mois qui viennent, il a déclaré en anglais, alors que généralement il ne parle que en hindi ou en gujarati, que les coupables seraient identifiés, poursuivis et châtiés où qu'ils se trouvent dans le monde. Pas plus tard que cet après-midi, il a déjà le soutien de toute l'opposition qui lui a donné son accord pour toute action du gouvernement en réaction à l'attentat de Pahalgam. Et aujourd'hui, il recevait les chefs des différentes armées et des services de renseignement à son domicile. Et ça s'est conclu par une carte blanche laissée à l'armée pour faire ce qu'elle entendait faire en représailles. Donc, le fait qu'ils vont frapper est plus fort qu'en 2016 ou en 2019 ne fait aucun doute. La question, bien sûr, reste entière quant à la nature de la frappe, euh, son ampleur, et puis la réponse qui sera celle du Pakistan. Parce que le Pakistan aura trois choix, soit ne pas répondre, mais bien entendu c'est délicat politiquement, soit répondre de façon limitée en envoyant des missiles dans des zones non habitées,
Ce sera un petit peu l'équivalent de cet échange calibré d'attaques entre Israël et l'Iran il y a quelques mois, ou alors une réponse plus agressive qui entraînera à son tour une contre-réponse de l'Inde. Et là, on est dans une escalade dont on ne peut pas maîtriser l'issue. Alors le Cachemire, parlons-en encore un tout petit peu. Le Cachemire est administré par l'Inde. Nombreuses de ces zones sont contestées par le Pakistan et des mouvements autonomes. Parlez-nous encore un peu plus de cette zone du Cachemire contestée depuis pas mal d'années, qui a connu de nombreux incidents. C'est une attaque directe aussi contre l'économie du Cachemire et l'économie de l'Inde, survenue le 22 avril dernier, et également contre le projet touristique de Narendra Modi. Alors, le Cachemire vivait dans une espèce de marasme du fait des tensions politiques et militaires depuis déjà plusieurs décennies. Et ça s'est aggravé lorsque, en août 2019, juste après la réélection du gouvernement sortant, dirigé par Narendra Modi, son gouvernement a présenté au Parlement par surprise un projet de loi d'abrogation du statut particulier du Cachemire, puisque le Cachemire avait obtenu des circonstances particulières pour adhérer à l'Union indienne après, après la partition. Donc ça ne s'est pas fait en même temps que le reste. Reconnu par la Constitution, hein. Et c'est un article additionnel de la Constitution, l'article 370, qui a été abrogé par ce vote du Parlement au mois d'août 2019. Comme le gouvernement anticipait des réactions négatives, il avait envoyé des forces militaires, paramilitaires et de police. Et du jour au lendemain, l'Internet a été coupé. Des dirigeants politiques, y compris ceux qui étaient au pouvoir en alliance avec le parti de M. Modi, ont été mis en résidence surveillée ou en prison. Et il y a eu Une répression très très nombreuses dure. arrestations. Voilà, répression assez dure. Ça n'a pas empêché que des mouvements séparatistes armés continuent de pratiquer des attentats. Donc, en fait, la situation n'était pas stabilisée du tout. Et puis, depuis environ 2 ans, il y a eu une amélioration. Le tourisme a commencé à se développer. Et l'an dernier, par exemple, vous l'avez rappelé, il y avait 3 millions de touristes indiens venus d'ailleurs qui ont visité le Cachemire. Et donc, ça bénéficiait à l'économie et le gouvernement espérait qu'on irait vers une forme de stabilisation, de normalisation. Très clairement, cette attaque visait à mettre un coup d'arrêt à cette normalisation et en assassinant uniquement les touristes hindous, puisqu'on demandait leur religion avant de les abattre, eh bien, il s'agit, pour les auteurs de l'attaque, de provoquer une contre-réaction en Inde à l'encontre des musulmans indiens pour essayer de provoquer une situation explosive au-delà du Cachemire, dans le reste de l'Inde. Il se trouve que, jusqu'à présent en tout cas, ça ne s'est pas produit vraiment. Il y a eu des incidents isolés, mais très limités. Et il y a plutôt un sentiment d'union nationale du côté des Indiens, y compris au sein de la population du Cachemire. C'est assez nouveau, parce qu'on n'avait pas vu ça lors des épisodes précédents d'attaque. Alors, depuis l'attentat du 22 avril, des tirs ont été échangés entre militaires pakistanais et indiens durant 5 nuits d'affilée, sans pourtant faire de victimes. Le Premier ministre indien Narendra Modi parle de réponse imminente, vous en avez parlé. Mais finalement, Olivier, qu'est-ce qui permet à l'Inde d'accuser le Pakistan, concrètement? Alors, ils ont peut-être des renseignements que nous n'avons pas, mais il faut dire aussi qu'il y a de très nombreux précédents, hein. Il y a eu des attaques au Cachemire même, mais aussi sur le sol de l'Inde hors Cachemire. Je pense à une attaque contre le Parlement au début des années 2000. Je pense surtout aux attaques contre Bombay qui ont eu lieu le 26 novembre 2008, qui ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés, et qui avaient été organisées à partir du Pakistan par un mouvement séparatiste armé cachemiri, avec le soutien des services secrets pakistanais, qui s'appelle le Lashkar-e-Taiba. Ce mouvement n'a pas revendiqué l'attentat de la semaine dernière. C'est un certain front de libération que personne ne connaît, mais que les Indiens considèrent comme étant une sorte de cache, de faux-nez, de proxy de Lashkar-e-Taiba. Et donc, pour la quasi-totalité des Indiens, il ne fait aucun doute que le Pakistan est derrière, d'autant que quelques jours avant, le chef de l'armée pakistanaise, le général Asif Munir, qui est un jeune général ambitieux qui se distingue de ses prédécesseurs par une posture publique assez visible, avait fait un discours pour dire que le Cachemire était la veine jugulaire du Pakistan et que jamais le Pakistan n'y renoncerait.
Et il avait également fait un discours à la diaspora s'adressant aux jeunes Pakistanais de l'étranger en disant que c'est pas un hasard s'il y a deux nations parce que les hindous et les musulmans n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc ça avait attiré l'attention en Inde avec pas mal d'inquiétudes et quelques jours après, il y a cet événement. Lors de la dernière réunion gouvernementale, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, en plus de décider de l'expulsion des diplomates indiens, la suspension des visas et aussi considérer toute tentative de détournement de l'eau du fleuve Indus par l'Inde comme un acte de guerre, New Delhi a dit de son côté dénoncer le même traité des eaux de l'Indus ratifié en 1960 et jamais remis en question malgré trois guerres entre les deux pays, entre les deux voisins. Car Olivier, on doit le dire, entre l'Inde et le Pakistan, c'est aussi une sorte de guerre de l'eau finalement. Il y a plusieurs dimensions là-dedans. D'une part, l'Inde a besoin de cette eau et considère que le traité a été rédigé d'une façon qui ne lui est pas favorable. Donc ça fait plusieurs années que l'Inde demande sa révision. Et puis, bien entendu, le fait que l'Inde soit en amont du Pakistan lui permet de contrôler l'eau qui va vers l'aval. Déjà en 1948, lors de la première guerre indo-pakistanaise, les Indiens avaient détourné une partie des eaux de l'Indus, ce qui avait provoqué une sécheresse et qui avait eu un effet sur l'agriculture dans la partie pakistanaise du Pendjab, qui est le grenier agricole et de l'Inde et du Pakistan. Et là, ils ont pris la mesure, ils ont annoncé qu'ils suspendaient ce traité ils réfléchissent à la façon de détourner les eaux. De leur côté, les Pakistanais ont répondu qu'ils envisageaient de suspendre tous les traités avec l'Inde, y compris les accords de Simla qui ont été conclus à l'issue de la guerre de 1971. Et c'est important parce que ce sont les accords qui régissent les relations entre l'Inde et le Pakistan. Ils s'engagent tous les deux à régler par la voie pacifique leurs différends. Et c'est l'accord qui établit la fameuse ligne de contrôle qui tient lieu de frontière, de ligne de démarcation, si vous voulez, puisqu'il n'y a pas de frontière reconnue, entre les deux parties du Cachemire. Mais le Pakistan est plus fragilisé. On sait que une majorité de l'agriculture pakistanaise dépend de l'Indus. On s'approche aussi de la saison sèche. Finalement, est-ce que ça arrange réellement le Pakistan de s'embarquer dans une tension avec son voisin à ce moment précis? Vous savez, quand on parle du Pakistan, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a un gouvernement qui est présidé par M. Sharif, comme vous l'avez rappelé, et puis il y a l'armée et les services secrets. Et il y a toujours eu cette dualité au Pakistan entre l'armée et les services secrets d'un côté et le gouvernement civil de l'autre, Un avec pouvoir bicéphale, un tout petit peu, c'est ce que vous voulez dire. un pouvoir bicéphale dans lequel l'une des têtes a plus de pouvoir que l'autre. Clairement, l'armée est plus puissante que le gouvernement civil. D'ailleurs, il y a eu un coup d'État militaire en 77 avec le général Ziaul Haq, et même le retour à la vie civile n'a pas empêché que le chef de l'ASI, les services secrets pakistanais, avait beaucoup plus de pouvoir sur la politique intérieure et étrangère de l'Inde que le ministre des Affaires étrangères, pardon, du Pakistan, Oui. que son ministre des Affaires étrangères. Alors, l'Inde, on l'a dit, accuse le Pakistan de non-rédétention au niveau des groupes séparatistes. Le Pakistan rejette cette accusation. Faisons un peu d'histoire, Olivier, brièvement. D'où viennent ces tensions entre l'Inde et le Pakistan et à quand remontent-elles? Est-ce qu'on pourrait mettre la date de ces tensions à la fondation de ces deux pays? On le rappelle, le Pakistan faisait partie à la base de l'Inde et puis il y a eu un partage de l'Inde avec Vous savez, la création du Pakistan. Mohamed Ali Jinnah, qui était le chef de la Ligue musulmane, avait développé la théorie des deux nations. Il avait été bien avant membre du parti du Congrès indien, et puis il estimait que les musulmans n'étaient pas bien traités au sein du parti du Congrès, et progressivement, il s'est appuyé sur une théorie qui avait été inventée par un autre, mais il l'a portée contre la volonté de Gandhi et de Nehru. Et au bout du compte, les Britanniques ont dit, puisque c'est comme ça et qu'on ne peut pas partir en laissant une seule Inde, il y aura une partition. Et un haut fonctionnaire britannique, qui ne connaissait rien ni à l'Inde ni au futur Pakistan, est arrivé de Londres avec son crayon et sa règle, et il a fait un trait sur la carte. Des villages ont été divisés. Et bien entendu,
il n'y avait pas une partie musulmane et une partie hindoue des Indes indiennes. Donc c'était un tracé arbitraire. Il a fallu que des millions de personnes traversent la nouvelle frontière ou la future frontière de part et d'autre. Des massacres ont accompagné ça. Ils ont tout abandonné derrière et ils se sont retrouvés dans la partie qui correspondait à leur religion. Alors, c'est pas entièrement vrai dans la mesure où un grand nombre de musulmans ont choisi de rester en Inde. Et ça explique qu'aujourd'hui, il y ait une importante minorité musulmane du côté indien de la partition. Alors que du côté pakistanais, il subsiste encore quelques Sikhs, quelques hindous, mais l'essentiel de la population est musulmane. Mais le Pakistan d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le Pakistan dont avaient rêvé ses concepteurs dans les années 20 et les années 30. Parce que, en fait, l'importance prise par les tribus au nord, les tribus Pashtuns, les différents régionaux avec le Balochistan, tout ça n'avait rien à voir avec le Pakistan tel qu'il avait été rêvé par les concepteurs de cette idée. Donc voilà, cette partition a été... ces deux pays sont nés dans la violence. Ils sont nés à minuit, mais la fête nationale pour les Indiens, c'est le 15 août et pour les Pakistanais, c'est le 14. Vous voyez, mais ils ne sont même pas d'accord sur le jour, puisque ça s'est passé à minuit. Et depuis, il y a eu en effet plusieurs guerres entre l'Inde et le Pakistan. Alors les spécialistes militaires analysent également, on évoque en parlant de l'armée pakistanaise en disant qu'elle est moins avantagée face à sa rivale indienne. Alors la stratégie pakistanaise pour combler justement cette fragilité, en tout cas ce désavantage, a consisté à se sanctuariser en devenant une puissance nucléaire. Les deux pays sont à armes égales sur ce plan, avec environ 200 ogives selon les spécialistes, hein. Alors sur le plan de la force, il y a le pouvoir, on dirait le pouvoir égalisateur de l'atome. Qu'en est-il alors de ce facteur nucléaire autour du risque de guerre? On est face, on l'a peut-être pas assez dit, mais on est face ici à deux puissances nucléaires, Olivier. Oui, et les deux pays sont devenus officiellement des puissances nucléaires pratiquement au même moment, à quelques semaines d'écart. En C'était 98. en mai 1998, absolument, avec des essais qui ont été popularisés, qui ont entraîné d'ailleurs des sanctions et contre le Pakistan et contre l'Inde. Mais un an plus tard, il y a eu une guerre limitée, mais une guerre quand même entre l'Inde et le Pakistan, dans le glacier de Kargil, Dans sur les hauteurs l'Himalaya. de l'Himalaya, voilà. Et ça n'a pas dérapé en conflit nucléaire. Parce que bien entendu, le Pakistan a en dernier recours la possibilité d'utiliser l'arme atomique, mais ça veut dire que le lendemain, il n'y a plus de Pakistan, parce que l'Inde va raser complètement le Pakistan. Donc, C'est la dissuasion, le- hein, justement la logique de la guerre de de voilà, l'arme nucléaire. exactement. Mais ça n'empêche pas des conflits limités avec des armes classiques. Et hier, je crois, est paru le rapport annuel du CIPRI, qui est un organisme suédois qui mesure les dépenses en armement dans le monde entier. Et on voit que l'Inde est le pays au cinquième rang des pays qui dépensent le plus en armement, enfin en défense. Le Pakistan arrive à la 35e position et il y a un rapport donc de 9-1 sur les dépenses militaires de l'Inde et du Pakistan. C'est-à-dire que si on est dans un conflit à outrance, il n'y a aucun doute que l'Inde l'emporte sur le Pakistan. La stratégie de l'armée pakistanaise, c'est de maintenir une tension à la frontière, à la fois pour justifier son importance à l'intérieur du Pakistan et donc son pouvoir qui s'impose aux civils, mais elle sait très bien que si elle va trop loin, elle ne tiendra pas le choc face aux Indiens. Alors, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, mais au bout du compte, le rapport de force est très nettement en faveur de l'Inde. Il y a un autre, pardon, Allez-y, je allez-y, je vous termine en sur un prie. point. Le fait que le Pakistan est assez isolé internationalement, à l'exception de la Chine. Et la Chine est un autre des puissants voisins de l'Inde avec laquelle elle a des difficultés frontalières. Et donc, on peut imaginer que les Chinois, pour venir au secours des Pakistanais, massent des troupes à la frontière avec l'Inde, ce qui obligerait l'Inde à partager ses forces entre la frontière pakistanaise et la frontière chinoise. Mais on peut aussi imaginer que la Chine, tout en affirmant son soutien politique et diplomatique au Pakistan, n'ait pas envie d'avoir un conflit qui s'éternise à ses frontières, parce qu'elle a d'autres soucis actuellement, notamment face à Donald Trump. Et donc, on peut supposer qu'il y a des conseils de modération derrière le soutien prodigué au Pakistan de la part des dirigeants chinois. Surtout que les Chinois optent pour une autre carte avec les routes de la soie. Peut-être qu'une guerre également aux frontières
n'arrangerait pas cet énorme projet économique. Olivier, si vous voulez bien, un mot sur les dirigeants. D'un côté, vous en avez un peu parlé. D'un côté, on a des militaires pakistanais entourant Shehbaz Sharif, et en face, on a Narendra Modi qui est présenté, enfin c'est ce qu'il est, comme un ultranationaliste indien. Quelle marge de manœuvre dans cette équation pour un retour au calme quand on a ce type de représentants de part et d'autre? Là aussi, il faut se tourner vers le passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des guerres entre les deux dans le passé, où il y a eu des épisodes de vives tensions militaires ou terroristes, et on est revenu à des situations plus normales. Euh, je- Par exemple, Narendra Modi, qui n'avait pas eu de mots assez durs contre le gouvernement indien dirigé par le Parti du Congrès lors des attaques de Bombay en 2008, dès son élection, a invité tous les dirigeants de la région, y compris le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, donc en 2014, pour son investiture. Et peu de temps après, je crois que c'était en 2015, il revenait d'un voyage à Moscou et il a fait arrêter son avion à Lahore, au Pakistan. C'était le 25 décembre, le jour de Noël, et c'est aussi le jour de l'anniversaire de Nawaz Sharif. Donc tout allait bien jusqu'à ce que des attentats commencent à être commis en janvier puis en septembre 2016, qui ont donné lieu à des représailles limitées. Et à nouveau, en 2019, là, les représailles étaient plus visibles. Et donc, voilà un petit peu ce schéma en sinusoïdal, ça monte et ça descend. Mais s'il n'y a pas de dérapage cette fois-ci, je ne vois pas comment on reviendra à une situation normalisée avant longtemps, même très longtemps. Parce que l'Inde refusera toute médiation. Le Pakistan, évidemment, cherche à internationaliser la question, mais l'Inde ne veut pas en entendre parler. Et donc, Alors, en parlant de médiation, généralement, quel pays quel pays médiateur dans une telle situation concernant ce conflit entre l'Inde et le Pakistan, quel est le pays qui concentre la confiance des deux rivaux, en tout cas assez pour les faire revenir ou venir à la table du dialogue? alors, il y a plusieurs pays qui peuvent avoir de bonnes relations avec l'un et avec l'autre, mais je répète, du point de vue indien, une médiation est impossible. L'Inde Impossible, hein, refuse pas difficile, impossible, vous dites, hein. Impossible. L'Inde refuse toute médiation. C'est-à-dire qu'ils traiteront avec le Pakistan avec leurs propres critères. Cela dit, on peut imaginer que des messages passent via la Russie, via les Émirats arabes unis, via l'Arabie saoudite, qui sont des pays qui ont de bonnes relations, ou des relations en tout cas normales avec les deux. Mais encore une fois, on n'aura pas un format de médiation avec les représentants indiens et les représentants pakistanais allant dans ce pays pour discuter. Alors, question qu'on ne peut pas éviter, l'Inde et le Pakistan, on l'a vu durant ces minutes, condamnés à la méfiance mutuelle avec des affrontements sporadiques, vous l'avez rappelé, des crises ponctuelles. Mais peut-on penser à une relation d'une autre nature entre les deux pays, peut-être à la fois complètement différente et presque révolutionnaire, parce que les pays, vous l'avez dit, depuis leur fondation en 1948, ont été embarqués dans des guerres à différentes tensions. Mais est-ce qu'on peut penser qu'une bonne fois pour toutes, ces deux pays se rapprochent et tournent la page du conflit définitivement? On peut l'imaginer, on peut tout imaginer, mais Non, mais vous, selon votre regard de spécialiste, est-ce qu'il y a de peu de chance? Vous êtes plutôt pessimiste d'après vos réponses depuis tout à l'heure, en fait. oui, moi je pense qu'on est parti pour une assez longue période, non pas de guerre, mais de relations glaciales. Avec, il y a un problème aussi, c'est que les jeunes générations ne se connaissent pas. Euh, Même après les guerres précédentes, il y avait des échanges entre les Pakistanais et les Indiens. Les Pakistanais regardaient beaucoup les films indiens. euh, des Indiens allaient en pèlerinage dans des sites hindous ou sikhs au Pakistan. Mais là, il y a une sorte de déshumanisation de l'autre par les médias. Et il faut insister sur le rôle extrêmement néfaste, à mon avis, des réseaux sociaux et des télévisions d'information continue qui excitent la population. Ce qui rend d'ailleurs très difficile pour les gouvernants de faire baisser la tension après l'avoir fait monter. Alors, Parce que quand vous avez une population qui a été irriguée par des discours très martiaux de la part des chaînes de télévision, si vous avez soudainement le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense ou le Premier ministre qui dit bon, ben maintenant on discute, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser.
Donc, évidemment, s'il y a des échanges militaires, ça ne durera pas éternellement, mais ça ne veut pas dire qu'on va retrouver une relation d'amour réciproque. Alors, dernière question, Olivier. Quand on pense à l'Inde, généralement, on pense à Gandhi. On a l'impression que sa doctrine, son idéologie a vécu avec cette Inde fédérale, on dira, le mot est impropre, laïque, on dira plutôt fédéral. Narendra Modi, avec son nationalisme, on a l'impression que, d'une certaine manière, l'Inde rêvée par Gandhi est définitivement tombée dans les oubliettes. Non, tomber dans les oubliettes, non, mais le curseur s'est beaucoup déplacé. C'est-à-dire que les idées portées par le mouvement d'où est originaire Narendra Modi, le RSS, sont à l'opposé d'une Inde laïque. C'est ce qu'on appelle l'hindutva, l'hindouité, selon lequel tous les Indiens sont des hindous au fond. Et même les musulmans et les chrétiens, c'est une sorte de vernis qui est arrivé avec les invasions et la colonisation, On, mais au fond, ce sont des hindous convertis. on est Et la conclu. vision la vision Allez-y, nationaliste, concluez. la vision nationaliste hindoue, c'est que la vraie Inde, c'est l'Inde indivisée qui inclut le Pakistan, le Bangladesh, le Népal et même une partie de l'Afghanistan. Donc, ce n'est pas la vision officielle de l'Inde, mais dans le parti de Narendra Modi, il y Très a bien. un certain nombre de gens qui pensent comme ça. On essaiera de faire une émission sur l'Inde, justement, en votre présence, si vous voulez bien. Merci, Olivier Dallage, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes spécialiste de l'Inde. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international se conclura sur ces mots. Merci de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à samedi.